Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde, une édition exceptionnelle avec Lionel Jospin, invité fil rouge de ce journal. 20 ans après avoir quitté la vie politique française, au lendemain d'un fameux 21 avril, l'ancien Premier ministre socialiste nous livre ce soir son point de vue sur l'actualité en France et dans le monde. Bonsoir Lionel Jospin. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Un temps troublé, titre prémonitoire, puisque vous l'avez écrit juste avant la pandémie, quoi qu'il l'était déjà, mais pour d'autres raisons. C'est aux éditions du Seuil. Avant de vous entendre et de vous donner la parole, Lionel Jospin, vous savez qu'on est regardé dans le monde entier, notamment dans le monde francophone. Beaucoup de celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lionel Jospin. 20 ans quasiment déjà que vous avez quitté la vie politique française. Et ils doivent se dire pourquoi il est resté si discret et qu'a-t-il fait pendant tout ce temps? Que répondez-vous? Sur la longue période des 20 ans, j'avais pas l'intention, ayant quitté la vie publique, de me transformer en commentateur de l'actualité, même si j'ai le plus grand respect pour les commentateurs, les observateurs de l'actualité, d'une part, et même si j'ai écrit des livres, donc c'était une façon de s'exprimer. Et puis les 4 dernières années, enfin de 2015 à 2019, j'étais membre du Conseil constitutionnel. Donc la règle, c'est que les membres du Conseil constitutionnel observent un devoir de réserve. Donc je l'ai observé. Est-ce que vous vous considérez toujours comme socialiste? Oui, bien sûr. Je suis toujours membre du Parti socialiste, en tout cas. Alors on va commencer donc à décliner l'actualité. Vous le savez, elle est dominée bien entendu par cette pandémie de coronavirus qui n'en finit pas. Près d'1 million de morts dans le monde, une crise économique terrible qui frappe un peu partout. Et en France, des nouvelles mesures de restrictions sanitaires annoncées hier soir par le ministre de la Santé Olivier Véran. À Marseille, qui est classé en alerte maximale rouge écarlate sur la carte, les restaurants, les bars et les salles de sport devront fermer leurs portes dès samedi après-demain. Donc pour une durée de 15 jours. Lionel Jospin, beaucoup de colère et d'incompréhension dans la cité phocéenne. Les élus locaux s'insurgent, ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Vous, dans votre livre, s'agissant d'Emmanuel Macron, il est question de verticalité. Est-ce que vous diriez qu'une erreur a été commise dans la manière de procéder dans cette affaire? J'ai pas envie, devant un gouvernement qui doit faire face à des difficultés extrêmes qui ne sont pas de son fait, je veux dire la pandémie à l'origine, de critiquer de façon rapide, catégorique, et de lui rendre la tâche plus difficile. C'est vrai que notre protection aujourd'hui, c'est le civisme des Français. C'est une arme essentielle et donc il faut que chacun se dise, y compris les plus jeunes, que c'est eux qui peuvent contribuer à la limitation de la pandémie et au fait qu'on n'ait pas une deuxième vague. Je peux comprendre que des mesures plus dures soient prises si la situation l'exige. Il s'agit de protéger les Français et d'éviter de surcharger à nouveau nos hôpitaux et d'éviter des morts. Mais si on veut être compris et entendu, encore faut-il consulter et au moins informer. Si ces consultations et en tout cas ces informations n'ont pas été données, c'est une erreur et le gouvernement ne facilite pas sa tâche. Un mot peut-être pour les restaurateurs et ceux qui tiennent des bars à Marseille et dans la région d'Aix-Marseille, notamment en Guadeloupe aussi, dont on va parler dans un instant. Ils risquent la faillite. Il faut à la fois protéger les Français, y compris ceux qui tiennent des bars d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes malades. Hein, et puis il faut les aider. Donc si à un moment il faut prendre des décisions drastiques, plus drastiques, qui freinent ou paralysent ou interdisent une activité, alors il faut trouver des moyens de compenser pour que la vie sociale, plus tard, au moins, puisse reprendre. L'autre région française en alerte maximale, c'est donc la Guadeloupe. 16 morts en l'espace d'une semaine. Le CHU de Pointe-à-Pitre est sous tension. Le récit de Mévalo. La nouvelle est tombée juste après le service du déjeuner. Ce restaurateur doit fermer son établissement samedi et pour 15 jours. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de casses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de restaurants, d'établissements de tourisme qui vont fermer. Les bars et restaurants de Guadeloupe à l'heure du reconfinement, un coup dur pour une profession déjà durement frappée, justifiée par une situation sanitaire de plus en plus alarmante. En une semaine, 16 décès dus à la Covid-19 et 1000 nouveaux cas ont été enregistrés, un record depuis le début de l'épidémie.
Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre est en première ligne face à cette nouvelle vague. On vit une vague qui est démesurée par rapport à la première vague, avec une vitesse d'installation et un nombre de patients qui est sans commune mesure. On avait eu à prendre en charge 31 patients Covid confirmés à la première vague. On en est à 101 en un seul mois. Pour éviter la saturation et prendre correctement en charge les nouveaux malades, l'hôpital s'organise comme il peut. L'ancien réfectoire et même le bloc opératoire ont été transformés en services dédiés aux patients atteints du nouveau coronavirus. Je suis en train de rééquiper trois lits. Les 3 lits, bien les 2. La direction a décidé de renoncer à certaines activités comme la chirurgie. Manque d'effectifs oblige. Les anciens de la réanimation ont été rappelés pour venir nous porter main forte. Le ministère des Armées va déployer 37 personnels soignants militaires en Guadeloupe pour aider l'île, placée mercredi en zone d'alerte écarlate. Lionel Jospin est notre invité, l'ancien Premier ministre français. Quand vous avez bouclé ce livre, il n'y avait pas eu encore les premiers cas de contamination en France. Vous avez ajouté, on pourrait dire, un chapitre et vous posez la question, est-ce un tournant? Point d'interrogation. Alors on vous la pose, est-ce selon vous un tournant pour l'humanité? Il est clair que la façon dont le système capitaliste productiviste a progressivement gagné sur la nature, a agressé la nature, au point que des zones de contact de plus en plus fréquentes se sont produites entre un monde naturel, notamment forestier, où les espèces animales étaient à l'écart des hommes, au point que ces espèces se remettent en contact et une transmission de virus d'animaux à l'homme a été possible à nouveau avec le Covid. Eh bien, il est clair effectivement que c'est un tournant dans l'humanité, au sens où si nous ne faisons pas évoluer ce système productif fondé sur la recherche du gain à tout prix et sans tenir compte des autres circonstances, eh bien nous risquons à nouveau dans l'avenir ce nouveau type de pandémie. Mais vous y croyez au monde d'après qu'on évoquait au début du confinement, lorsque 4 milliards de personnes étaient confinées, février-mars? Le président de la République lui-même a rompu avec son discours antérieur, qui est un discours de l'adaptation de la France aux normes de l'économie mondiale, en disant qu'il faudra questionner ce mode de production qui a pu entraîner ce genre de choses. Alors, reste à savoir si on en tirera effectivement les conséquences. Je pense qu'il est nécessaire que, effectivement, le monde évolue. Ce tournant ne peut pas être un tournant brusque, mais il est clair que, par exemple, dans le plan de relance, à court terme, donc, il faut mêler et les mesures visant à aider la production à reprendre et des mesures visant à amorcer la transition écologique. Si on ne mêle pas ces deux démarches, je pense qu'on ne sera pas à la hauteur de ce qui vient. Un temps troublé, Lionel Jospin, on pourrait dire aussi un pays troublé, et pas n'importe lequel. La première puissance mondiale subit des troubles. Les États-Unis ont connu une nouvelle nuit de violence. 2 policiers ont été blessés par balle lors d'une manifestation antiraciste à Louisville. Un suspect a été arrêté. Rassemblement improvisé en fait après l'inculpation indirecte d'un seul des 3 policiers impliqués dans la fusillade qui a causé la mort de l'Afro-américaine Breonna Taylor. Et on poursuit cette page, si vous le voulez bien, consacrée aux États-Unis, puisque la présidentielle, c'est dans 40 jours seulement maintenant. Le pays semble plus divisé que jamais depuis la mort de George Floyd, étouffé au sol, vous vous en souvenez, par un policier à Minneapolis. C'était il y a tout juste 4 mois. Voyez ce reportage de Pauline Nouvet et Sophie Prisonsi. Nous demandons justice pour Ardell et pour toutes ces vies qui ont été volées dans le Minnesota et à travers le pays. Parce que trop, c'est trop. Delshi Perry est une mère meurtrie. Il y a 2 ans, son fils Ardell est décédé. Tombé malade en prison, son agonie a duré 8 heures. Elle attend toujours des explications des autorités. Ils l'ont traité comme un chien, même pire qu'un chien. Les gens ne laissent pas leurs animaux recouverts de leur propre urine et d'excréments pendant des heures et des jours. Tout ça à cause de la couleur de sa peau. Breonna Taylor, George Floyd, Jacob Blake. Depuis le début de l'année, 123 Afro-Américains sont morts suite à des violences policières. Aux États-Unis, les Noirs ont 3 fois plus de risques d'être tués par les forces de l'ordre que les Blancs. Je pense que Trump a allumé la brèche des suprémacistes blancs et de la haine raciale dans ce pays.
52% des Américains disent soutenir le mouvement Black Lives Matter. Le pays est coupé en deux à l'approche des élections présidentielles. Repose en paix, Ardel. Pour Delchi, la Maison-Blanche doit impérativement changer de couleur. Joe Biden et Kamala Harris, première colistière noire, doivent faire pencher les votes des Afro-Américains du côté des démocrates. En tant que femme noire, je me dois de voter. Notre pays n'a jamais été aussi divisé. Je n'ai jamais vu ça, une telle division de toute ma vie. À Minneapolis, depuis la mort de George Floyd, ici même le 25 mai dernier, les tensions raciales sont exacerbées. Avant, vous disiez, mais non, tout le monde a les mêmes chances, ou je ne vois pas les couleurs. Vous aviez tort. Une fois par semaine, ces riverains échangent sur les enjeux des élections à venir. Pour eux, il faut rallier la communauté blanche et s'unir contre le président sortant. Il y a vraiment une ligne de couleur qui nous sépare en ce moment et il faut décider de quel côté de la ligne on se situe. À moins de 2 mois des élections, le candidat démocrate est pour le moment donné favori dans les sondages avec 7 points d'avance face à Donald Trump. Et en attendant, regardez cette séquence justement au sujet de Donald Trump. Des États-Unis hué lors de sa visite à la Cour suprême en hommage à Ruth Bader Ginsburg. La dépouille de la juge décédée à 87 ans est exposée depuis hier avant un hommage national demain au Capitole. Figure de la gauche américaine, elle sera remplacée dès samedi dans 2 jours par un juge conservateur désigné par Donald Trump aux grandes dames du camp démocrate. Lionel Jospin, quand on voit ces 2 séquences, ces manifestations, ces violences, puis cette image d'un président des États-Unis qui est sifflé, persona non grata à la Cour suprême, en tout cas de la part de ces manifestants. Et quand on voit le nombre d'armes qui circulent dans ce pays, la question peut paraître exagérée, mais est-ce que ce pays n'est pas au bord de la guerre civile ? Les États-Unis ont connu une guerre civile tragique de 1861 à 1865, la guerre de sécession. Je pense que la situation est différente. Il s'agissait d'un pays ou de républiques dont certaines pratiquaient encore l'esclavage dans les plantations. Mais il est clair que cette élection américaine va être très importante. Elle va être importante pour nous, ce qui nous autorise à la regarder et parfois à la commenter, comme je le fais à l'instant, parce que jamais un président des États-Unis n'a autant désorienté ses propres alliés. Jamais, à mon sens, un président des États-Unis n'a autant servi, finalement, par sa politique erratique, les intérêts de ceux qu'il prétend combattre, de ses adversaires ou de ses ennemis. Et puis, sans doute, jamais un président des États-Unis n'a créé un tel climat de tension dans son propre pays. Et donc, il est souhaitable, à mes yeux, que les Américains contribuent à ce que la paix civile, le respect des uns des autres, le traitement sans doute de la question noire ou des questions sociales, mais surtout que la question du vivre ensemble aux États-Unis soit traitée, réglée par l'élection américaine. Il y a eu des manifestations aussi en France, Lionel Jospin. Certains jeunes ont dit on vit la même chose ici, il y a des violences policières en France. D'autres ont dit attention, on n'a pas la même histoire, la France n'est pas les États-Unis. Quel est votre sentiment ? Oui, non, je crois que cette assimilation avec les États-Unis sur ce plan, y compris sur le terrain des violences policières, n'a pas lieu d'être. Mais je pense par contre que nous sommes extrêmement intéressés. Une élection en France a de l'influence, bien sûr, pour les Français. Peut avoir de l'importance pour les Européens, mais une élection américaine, ça a une importance pour le monde. Oui. Notamment face à la réalité de la puissance chinoise. Et le choix des moyens par lesquels cette puissance, on la contrôle, on la tempère, on la conduit à entrer dans le jeu international, ça passe par une politique rationnelle de la part des États-Unis. Et c'est aussi un enjeu. Il est pour les Américains, il est pour le monde. En tout cas, il y a un parfum de guerre froide qui souffle sur le monde. C'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui le dit. Vous parlez du despotisme, Lionel Jospin, dans ce livre. J'aimerais qu'on regarde cette image de Biélorussie, où la police a de nouveau utilisé des canons à eau pour disperser des milliers de manifestants.
On dénombre des dizaines d'arrestations. C'était après l'investissement en catimini du président Alexandre Loukachenko pour un 6e mandat. L'Union européenne, les États-Unis ne reconnaissent pas cet homme en tant que président, mais on a le sentiment qu'au-delà des déclarations, chacun joue ses propres intérêts et qu'il n'y a plus ce multilatéralisme au fond qui était constructif. La Russie prêche pour sa paroisse, les États-Unis idem, l'Union européenne semble un peu perdue. Comment renouer avec finalement le multilatéralisme qui guide le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Bon, il y a la question des libertés, des démocraties face au despotisme, et puis il y a la question du multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est quoi? C'est l'idée que des États et des nations décident ensemble que leurs relations d'État à État bilatérales ne suffisent pas et qu'il faut se donner des règles communes qui iront dans l'intérêt de chacun, mais qui serviront aussi l'intérêt de tous. C'est ça le multilatéralisme, et c'est ça qui a donné naissance aux grandes organisations internationales. L'ONU chargée de la paix, le FMI chargé de la monnaie, la FAO chargée de l'agriculture, l'UNESCO chargée de l'éducation, l'OIT chargée de la défense des droits des travailleurs. Donc, les relations entre États bilatérales, d'État à État, la France par rapport à l'Angleterre, vont continuer à être tout à fait indispensables, mais elles ne suffisent pas à ordonner le monde. Donc c'est dans ces cadres multilatéraux, autour de règles communes, on le voit aussi pour l'OMS face à la pandémie aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, que c'est dans ces cadres multilatéraux qu'on peut régler un certain nombre de questions. Ce qui fait problème aujourd'hui, et ça nous ramène à l'élection américaine, c'est qu'au multilatéralisme, pour certaines grandes puissances, succède l'unilatéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ne règle sa politique internationale que sur la base de la défense de ses stricts intérêts, sans être sûr d'ailleurs que c'est la meilleure façon de les défendre, ces intérêts, et en ignorant les légitimes intérêts des autres, ce qui est un risque de conflit. Pour autant, Lionel Jospin, on le sait, les organisations supranationales ne résolvent pas tout. Je veux prendre pour exemple l'Union européenne. On va voir ce qui se passe à Lesbos. Vous savez qu'il y a eu un incendie qui a ravagé le plus grand camp de migrants, celui de Moria. 12 700 réfugiés se sont retrouvés à la rue. Eh bien, les autorités grecques les ont conduits dans un nouveau camp. Certains ont été accueillis en Europe, mais une minorité seulement. Sur place, vous allez le voir, l'attente est immense, comme nous le montre donc ce reportage de Lysandra Châtefaux et Mostafa Bedoudi. Vu du ciel, le nouveau camp de Lesbos semble bien organisé. Mais au sol, c'est le désordre. Ici vont et viennent 9000 demandeurs d'asile. L'eau manque et la nourriture aussi. La plupart doivent sortir à des kilomètres pour quelques vivres. Cette migrante afghane vient de faire le trajet. Derrière la fatigue, il y a ce rêve d'Europe qui vire au cauchemar. Avant que je vienne ici, en Europe, je pensais que nous pourrions, avec mes enfants, avoir un avenir meilleur, qu'ils puissent faire des études et se construire une vie. Mais en fait, ça fait 1 an qu'on est là et notre situation est devenue encore plus grave. Si la vie est comme ça en Europe, personne ne pourra passer. Les demandeurs d'asile ne sont pas les seuls à se sentir oubliés par l'Europe. Les habitants de Lesbos demandent l'évacuation de ces migrants. Ils attendent depuis 2015 qu'une solution leur soit apportée. L'Europe doit prendre ses responsabilités. Nous ne voulons pas d'argent pour construire des structures pénitentiaires fermées. Nous devons faciliter leur réinstallation dans les pays européens qui peuvent les accueillir et les intégrer. En attendant, les migrants restent dans cette ancienne base militaire avec pour voisins plus de 200 personnes déjà atteintes de Covid-19. Pour débloquer la situation, ce député européen préconise des aides financières pour les pays qui les accueilleraient. On peut veiller à ce que ce soit rentable de prendre des réfugiés et veiller à sanctionner financièrement les pays qui ne sont pas solidaires et qui n'adhèrent pas aux valeurs européennes. Essan a 19 ans. Il a traversé tellement d'épreuves pour arriver jusqu'ici qu'il refuse de perdre espoir. Ce matin, j'ai lu des informations venant d'Allemagne. Peut-être vont-ils venir nous aider. Je veux poursuivre mes études d'informatique en Allemagne, car je pense que c'est bien pour moi. Face à la réalité de la politique migratoire européenne, Essan semble perdu. Le pacte sur la migration présenté hier à Bruxelles promet plus de solidarité et de contrôle. Pas certain qu'il réponde aux attentes concrètes des 12 500 demandeurs d'asile de Moria. Lionel Jospin, c'est l'une des grandes crises du XXIe siècle, cette crise des migrants. Comment la résoudre selon vous? Les objectifs de l'Union européenne sont clairs. Ce qui est moins évident, c'est
les moyens qu'on utilise pour les résoudre. Les objectifs, c'est accueillir dignement ceux qui arrivent à notre frontière. Visiblement, à Lesbos, ça n'est pas le cas actuellement. C'est ensuite se donner les moyens d'examiner les cas, les dossiers de ceux qui relèvent du droit d'asile. Et pour bénéficier du droit d'asile, il faut un certain nombre de conditions. Il faut être menacé dans sa vie, dans son intégrité. Et puis, il faut ensuite pouvoir accompagner chez eux ceux qui ne sont pas accueillis sur le territoire européen ou sur notre territoire national. Dans mon livre, j'évoque la chimère d'un monde sans frontières. Le monde est régulé par des nations, par des frontières. Les gouvernements et les peuples ont le droit de dire qui vient chez eux. On ne peut pas donc accepter des mouvements incontrôlés. Mais il faut répondre à ces trois questions de la meilleure façon. Alors, Mme von der Leyen, la nouvelle commissaire européenne, a compris les insuffisances de ce qu'on appelle les règles de Dublin. Elle s'efforce de proposer des choses. Je pense que, même si j'ai vu qu'il y avait des critiques, que ce n'est pas si absurde que d'associer de façon différente des pays dont l'attitude est différente. Par exemple, certains qui ne veulent pas accueillir du tout de réfugiés sur leur sol. Nous ne pouvons pas leur imposer, selon les règles de l'Union européenne. Mais au moins, nous pouvons leur imposer de participer financièrement à l'accueil. Puis, une répartition peut se faire pour un certain nombre. Donc, je pense qu'il y a des évolutions qui sont positives, mais il faut accroître singulièrement les moyens que l'on met pour l'accueil à Lesbos ou ailleurs, et puis ensuite pour le traitement des dossiers, et enfin aussi pour raccompagner chez eux, ramener chez eux ceux qui ne peuvent pas être acceptés. Et voilà pour la question migratoire. Lionel Jospin, on va poursuivre de décliner l'actualité de ce jeudi avec un homme devenu le symbole de la lutte pour la liberté de la presse et la liberté d'expression en Algérie. Il s'agit de notre correspondant Khaled Drareni qui est en prison depuis 6 mois. 9 jours après sa condamnation en appel à 2 ans de prison, notre confrère se pourvoit en cassation. On écoute l'un de ses avocats. Concernant Khaled Drareni, qui est condamné à 2 ans de prison ferme, nous avons décidé de nous pourvoir en cassation. Je souhaiterais que le pouvoir revoie ses calculs, qu'il revoie la voie qu'il est en train d'emprunter, car elle est erronée. C'est une voie qui ne donne pas les bases d'un état de droit, c'est une voie qui mène vers plus de pression, plus de fermeture, plus de totalitarisme. Lionel Jospin, une réaction sur peut-être l'Algérie, ce qui s'est passé, ce mouvement pacifique qui a été brusquement stoppé par la pandémie de coronavirus, et donc 45 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie, dont notre confrère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bien, ce mouvement des Algériens, du peuple algérien, de sa jeunesse, hommes, femmes, mêlés, sans violence, sans présence de mouvements islamistes, était un mouvement magnifique. Je pense qu'il a été stoppé par la pandémie. Le pouvoir aussi algérien, sans doute, a réagi d'une certaine façon. Je veux joindre ma voix à ceux qui demandent la libération de votre journaliste, qui est effectivement un journaliste. Et il a fait un pourvoi en cassation. J'espère que la justice algérienne... éventuellement ceux qui peuvent l'inspirer, comprendront qu'il est souhaitable de réintroduire de l'apaisement dans une Algérie qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Je parle de son peuple. Ouais. Alors, il y a le procès Charlie Hebdo qui se poursuit en ce moment en France, celui de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Je vous signale que la 17e journée d'audience a dû être interrompue dans la matinée après le malaise d'un des accusés pour des symptômes de coronavirus. Le procès reprendra demain. Dans le sillage de ce procès, puisqu'on parle de la liberté de la presse, il y a eu un appel sans précédent, une tribune de dizaines de journaux français pour appeler au respect de la liberté d'expression, y compris, je lis, aux concitoyens. Comment expliquez-vous cet état de fait ? Est-ce que les réseaux sociaux, qui n'existaient pas lorsque vous étiez Premier ministre, ont changé la donne ? Les réseaux sociaux, comme la langue d'Ésope, ont apporté des éléments d'information, des possibilités de mobilisation très positifs. D'un autre côté, ils sont aussi des
scènes sur lesquelles se joue le complotisme, se répandent les fake news, c'est-à-dire les faits inexacts, les fausses vérités. Et donc c'est toujours cette ambivalence, et ces réseaux doivent être régulés, en tout cas quand ils développent des théories qui sont dans notre pays passibles de la loi. Donc, en l'espèce, on comprend bien que si la liberté de la presse, la liberté des journalistes n'est pas assurée, cela veut dire non plus que la liberté des individus, des concitoyens, ne sera pas assurée. Alors, on n'a pas ce risque dans notre pays, mais il faut se mobiliser pour tous ceux qui aspirent et à la liberté de la presse et à la protection de leurs propres droits. Lionel Jospin, invité exceptionnel de 64 minutes. On va se retrouver pour la deuxième partie dans quelques instants pour parler de votre livre, Un temps troublé. Vous balayez les 25 dernières années, notamment en France. Un constat sans concession aussi sur les 3 premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant.